Bienvenue dans le 4e chapitre Fermentation industrielle. Ce cours donne un aperçu global sur des notions préalablement acquises dans le chapitre 1, Introduction à la microbiologie industrielle, à savoir les conditions de croissance des micro-organismes, et aussi des notions dans le chapitre 3, les différentes sources de nutriments chez les micro-organismes utilisés en microbiologie industrielle. Bienvenue dans la séance de cours du 4e chapitre Fermentation industrielle. Ce cours donne un aperçu global sur des notions préalablement acquises dans le chapitre 1, Introduction à la microbiologie industrielle, à savoir les conditions de croissance des micro-organismes. Donc il y a aussi des notions du chapitre 3, les différentes sources de nutriments chez les micro-organismes utilisés en microbiologie industrielle, telles que les sources d'azote, carbone et aussi des oligo-éléments. À l'issue de cette séance, vous serez capable d'identifier les différents composants d'un fermenteur, décrire les paramètres de contrôle d'une fermentation, différencier entre les différents modes de conduite des fermentations, éditer des procédés de fermentation de production fermentaire et enfin évaluer la concordance d'un fermenteur par rapport au micro-organisme choisi. Durant cette séance, nous allons définir c'est quoi un fermenteur, par la suite décrire les dispositifs et les conditions de fermentation et enfin définir le mode de conduite des fermentations. Durant cette séance, nous allons définir c'est quoi un fermenteur, par la suite décrire les dispositifs et les conditions de fermentation et enfin définir le mode de conduite des fermentations. Le fermenteur. Le fermenteur. Un fermenteur est un récipient dans lequel le procédé de fermentation ou de bioconversion ou bien de biotransformation a eu lieu. Le volume de fermenteur peut varier selon le lieu de l'utilisation. Donc si on est dans un laboratoire, le volume va être de 5 à 10 litres maximum. Cependant, en industrie, le volume peut aller ça va être plus important, de 5-10 puissance 5 litres. Dispositifs et conditions de fermentation. D'après la figure ci-dessus, on voit que le fermenteur est muni de deux cuves. Une cuve extérieure dans laquelle circule de l'eau de refroidissement et de stérilisation du milieu et une cuve d'intérieur dans laquelle on met notre milieu de culture, lieu de fermentation. À l'extérieur du fermenteur, on voit qu'il est relié à un ensemble de sondes, des sondes de température, des sondes de pH. D'autre part, le fermenteur est muni d'une série d'accessoires ayant des fonctions complémentaires telles que l'agitation et l'aération qui permettent le bon déroulement de la fermentation. L'agitation est assurée par un mouvement de rotation. Donc cette dernière permet de maintenir l'homogénéisation des différentes phases dans le fermenteur. L'aération, sachant que la concentration du dioxygène dissous dans le milieu est un facteur limitant de la croissance, pour cela, il est important d'injecter de l'air continuellement dans le cas où la fermentation demande de la concentration en oxygène. Existe-t-il d'autres paramètres à contrôler lors d'une fermentation? Effectivement, il existe d'autres paramètres qui doivent être contrôlés lors d'une fermentation, à savoir la température, le pH, le potentiel d'oxydoréduction, la production des gaz et la formation de la mousse. La température est l'un des paramètres les plus importants. Elles peuvent être mesurée à l'aide d'une sonde et la régulation de la température a pour but de maintenir la température optimale de la croissance des micro-organismes. Le pH varie selon le processus métabolique des micro-organismes en culture. Il est essentiel de pouvoir mesurer les variations de pH dans les cuves afin de suivre l'évolution de la fermentation. Le potentiel d'oxydoréduction est un facteur important qui permet d'avoir des informations sur le métabolisme microbien dans le fermenteur. L'analyse des gaz sortant du fermenteur, couplée à la détermination de l'oxygène dissous,
permet d'obtenir des informations sur la physiologie de la culture, ou encore plus sur la capacité de transfert de l'oxygène dans le fermenteur. Dans le lancement de la fermentation, le maintien de l'asepsie est important. Un autre point important est de contrôler lors de la fermentation la formation de la mousse. Cette dernière peut être un facteur de contamination, d'où l'obligeance d'y remédier par un ajout d'antimousse tels que l'huile, alcool au cours de la fermentation. Le mode de conduite des fermenteurs. Disposant d'une souche microbienne dont on connaît l'ensemble des caractères génétiques et des conditions donc optimales de croissance, la productivité du procédé de mise en œuvre est étroitement liée au mode de conduite de fermenteur utilisé. À cet effet, on distingue différents types de fermentation. Fermentation discontinue. Dans la fermentation discontinue, on utilise de petits volumes. Après avoir rempli le fermenteur du milieu de culture et l'avoir stérilisé, on introduit l'inoculum et on laisse se dérouler la fermentation. Durant le temps de fermentation, le milieu reste homogène et on n'introduit pas de milieu de culture. Tout en plus, un réactif de neutralisation en quantité suffisante, faible ou encore un peu produit d'antimousse. Et le produit fini est soustrait qu'à la fin de la fermentation. La concentration en biomasse augmente selon la courbe de croissance microbienne. Dans le même temps, le substrat est consommé et les produits recherchés apparaissent et sa concentration augmente. Avec ce type de fermentation, la productivité obtenue est relativement faible. En effet, à moins d'ensemencer le fermenteur avec un inoculum important, la concentration cellulaire initiale est faible, ce qui induit à une phase longue de latence. On prend de ce fait l'intérêt essentiel des génétiques microbiennes qui reposent sur la phase exponentielle de la croissance. La fermentation continue, alimentée ou le fed batch. Il s'agit d'un fermenteur alimenté, des ajouts successifs de milieux ou de substrats. Ceci permet d'éviter le problème lié à la toxicité du substrat ou bien de l'épuisement des nutriments. Dans ce type de fermenteur, on procède différemment. Soit on utilise au départ un petit volume de milieu et un ajoutant continu du substrat dilué. Dans ce cas, le volume augmente fortement et la concentration de la biomasse varie peu. Ou bien on peut utiliser au départ un grand volume et un ajoutant continu du substrat concentré. Dans ce cas, le volume augmente peu à peu et il peut être considéré constant alors que la concentration de la biomasse augmente. Généralement, le débit est régulé pour que la concentration en substrat dans la cuve soit constant. Ce système permet à la fois de gagner du temps et d'améliorer la productivité dans la cuve de fermentation. La fermentation en continu. Lors de cette fermentation, la phase exponentielle de croissance ne peut durer que quelques heures dans ces conditions habituellement en milieu non renouvelé. Or que, pour de nombreuses expériences de physiologie générale ou dans le but plus pratique pour les fermentations industrielles, il est souhaitable de la prolonger. C'est le milieu où multiplient les bactéries est constamment renouvelé, tandis que, le même temps, le produit de métabolisme sans éliminer ne doit pas être possible de maintenir les micro-organismes indéfiniment en phase exponentielle. Deux principaux dispositifs sont envisagés. Le turbidostat. Ce dispositif assure une culture continue à un taux de croissance maximal et une population constante. La population microbienne choisie en phase exponentielle restera constante grâce à la régulation continue du taux de dilution provoqué par l'alimentation du milieu de culture neuf. Le chymostat. Dans cet appareil, le taux de croissance n'est jamais maximal. Sa valeur est liée à la concentration d'un facteur limitant
dans la cuve de fermentation et bien sûr qui dépend du débit du milieu neuf. Donc on parlera de taux de dilution. Il est donc possible de choisir le taux de croissance le plus convenable en faisant varier la valeur de D ou bien le débit. Le fonctionnement de ce dispositif est basé sur l'admission continue du milieu neuf qui chassera à l'aide d'un système de top plane un volume précis correspond au débit du milieu frais de la culture microbienne. Ceci permet alors d'obtenir une culture à concentration constante en croissance exponentielle indéfinie et bien sûr contrôler le taux de croissance et également la masse microbienne. Donc il est important de signaler qu'avant tout lancement de fermentation industrielle, telle qu'elle soit à grand ou à petit volume, donc préparez l'inoculum. Les inoculums sont des souches microbiennes conservées à basse température, lyophilisées, donc elles doivent être réanimées ou bien régénérées dans un milieu de culture liquide. Par la suite, inoculées sans fermenteur de production. La quantité d'inoculum utilisée varie de 0,1 jusqu'à 10% du volume du fermenteur. Maintenant, permettez-moi de vous inviter dans le laboratoire pour voir le procédé de production de protéines d'organismes unicellulaires, donc à base de levure. Donc pour cela, on a choisi la souche de Saccharomyces cerevisiae.